Bien, merci beaucoup Milena et merci à tous de vous être déplacés un dimanche pour un moment de partage autour d'un sujet qui nous concerne tous, la vulnérabilité, la fragilité et plus généralement le handicap. Donc comme l'a dit Milena, je suis archéo-anthropologue. C'est un mot un peu compliqué, mais pour tout vous dire, j'ai des collègues connus dans les séries télévisées comme Bones, c'est-à-dire que j'ai un matériau d'intervention qui est le squelette humain. Donc j'interviens dans des contextes funéraires, des sépultures, des cimetières, des nécropoles, dans le cadre d'un travail que je fais à l'INRAP. Alors l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Le mot préventif a tout son sens puisque je ne choisis pas les lieux où je souhaite fouiller. Nous sommes tributaires de l'aménagement du territoire, donc nous intervenons le plus souvent sur un tracé d'autoroute, dans un parking en centre-ville, dans une ZAC, sous un TGV, en amont des travaux, et ce pour ne pas bloquer évidemment le développement d'un pays. Alors certains de mes collègues archéo-anthropologues vont se spécialiser dans une période, vont adorer le Moyen-Âge, l'Antiquité, et d'autres comme moi vont choisir plus particulièrement un thème de prédilection. Moi j'ai choisi cette archéologie qui s'inscrit dans une archéologie qu'on dit sociétale maintenant, parce qu'elle questionne des thématiques qui sont contemporaines. On parle d'archéologie du genre, d'archéologie des inégalités sociales, l'archéologie des migrations, l'archéologie du soin et de la santé, dans laquelle s'inscrit mon travail. Alors, l'archéoanthropologie, en fait, c'est avoir deux champs d'intervention. Un premier champ qui est biologique, le squelette fouillé et qui arrive dans mon laboratoire. Et avec un squelette, je vais savoir plein de choses, pas tout bien évidemment, mais plein de choses qui concernent l'identité de l'individu que je vais étudier. Avec un squelette, je peux savoir le sexe grâce aux os du bassin. Je peux connaître l'âge au décès grâce au bassin et aux sutures crâniennes. Je peux observer, bien évidemment, la taille et la robustesse. C'est comme si on leur faisait passer une visite médicale. Je peux savoir aussi s'ils avaient certaines pathologies. Alors, évidemment, des pathologies qui laissent des traces sur l'os. La migraine, la varicelle ne me parlent pas vraiment, mais tout ce qui est traumatisme, arthrose, fracture, accident de vie, bien évidemment, nous sont accessibles. On peut avoir, avec des petits critères lisibles sur l'os, accès à des liens de parenté. Mais vous imaginez bien qu'on est à l'aube d'une grande révolution qui s'appelle la paléogénétique ou l'archéogénétique en l'occurrence, qui nous ouvre des territoires insoupçonnés et qui sont riches de promesses avec l'ADN des sujets que nous étudions. On peut notamment travailler sur le lignage. Vous connaissez sans doute ces grands arbres généalogiques que l'on fait sur, par exemple, les dynasties pharaoniques. Mais on peut aussi savoir au sein d'un même cimetière comment étaient enterrés les gens quand on ne connaît pas les structures de société, si on se regroupe par famille, par clan, par paroisse, etc. Donc l'ADN nous dit plein de choses. Il peut nous dire aussi plein de choses sur des maladies invisibles. Quand on envoie des échantillons d'ADN, on peut faire tester des pathologies comme la peste, comme la malaria, comme tout un tas de choses qui ne sont évidemment pas lisibles sur la matière osseuse. Et on peut aussi travailler sur les isotopes. Alors les isotopes, j'imagine que vous avez tous en souvenir le tableau, vous savez, avec les mercure, Mendeleïev. Voilà, on a tous subi ça au lycée. Alors il y a quelques isotopes comme le strontium ou le calcium qui pour le coup nous intéressent plus particulièrement et qui sont des révélateurs incroyables concernant l'identité de nos individus. Par exemple, avec le strontium, à l'évidence, je sais globalement où est mort strontium. Je sais où est mort et a été enterré le sujet, puisque forcément j'ai fouillé sa sépulture, mais je ne sais pas forcément où il est né. Et parfois, on a des questionnements. Si dans une sépulture, il y a des objets particuliers qui nous évoquent, pourquoi pas une autre région, voire un autre pays, on peut prélever une dent et un petit fragment d'os, les envoyer en laboratoire, et avec ce petit fragment d'os, on peut savoir où le sujet a passé les 5 ou les 10 premières années de sa vie parce qu'on a accès à l'eau qu'il a bu. On travaille avec des référentiels géologiques et les géologues nous disent ton sujet enterré en Seine-et-Marne, je travaille beaucoup en Seine-et-Marne, il vient de Rhénanie ou il vient du sud de l'Angleterre.
et ça nous met en évidence des mouvements de population, que ce soit des petits itinéraires singuliers, des colporteurs, des pèlerins, ou alors des grands mouvements de population qu'on appelle migration. Et ces études nous montrent que l'homme n'a fait que bouger à travers les millénaires et qu'il n'est jamais resté statique chez lui. Et on observe des trajectoires absolument incroyables. Donc l'infiniment petit et l'invisible vont être source de nouveaux renseignements qui ne sont pas accessibles à l'œil nu. Donc ça, c'est la partie biologique, le squelette comme outil d'étude. Et il y a une partie culturelle, une composante culturelle, bien évidemment. Vous n'êtes pas enterré de la même manière si vous êtes un cultivateur du néolithique, 4000 ans avant notre ère, ou un moine cistercien dans une abbaye à côté de Besançon. Vos proches, les officiants, vont obéir à une liturgie, à des préconisations religieuses, à des philosophies. Certains, on les connaît, d'autres, on ne les connaît pas du tout, et c'est à nous de pouvoir les restituer avec l'agencement du squelette, son orientation, s'il a été enterré sur le dos, sur le côté, en position fétale, pourquoi pas sur le ventre, s'il a des objets, s'il a des bijoux, des accessoires vestimentaires, s'il est orienté, s'il a un tumulus monstrueux, au contraire, une petite chose très, très humble. Donc cette partie culturelle, elle relève aussi de notre métier, sachant qu'il y a ce qui est écrit, ce qui est dit et ce qui se fait. Les sociétés, les familles n'ont fait que s'affranchir des rituels parce que, à chaque fois, quand on enterre l'un des siens, c'est un moment douloureux, c'est un moment de deuil et on a tendance à surinvestir, à rajouter des objets, à s'affranchir du texte. Et donc, on essaye toujours de faire entrer en résonance les préconisations, la liturgie et le quotidien de notre métier. Alors, se lancer dans une étude des soins et de la santé, c'est quelque chose qui existe de tout temps. Mais depuis qu'on étudie les squelettes et pas seulement les objets qui sont dans une sépulture, le squelette, il était très souvent confié à un médecin de famille ou à un dentiste qui le regardait avec grand intérêt et qui se chargeait surtout de faire une sorte de Guinness des records. Et donc on avait dans nos colloques la plus vieille polio retrouvée en France, le plus vieux bossu retrouvé en Europe. C'était vraiment quelque chose qui n'avait aucun intérêt et qui participait un petit peu de cabinet de curiosité. S'intéresser à l'état sanitaire des gens, c'est ça qui est intéressant. Savoir comment les gens étaient soignés ou pas, comment ils étaient pris en charge pendant un temps, le temps de la convalescence ou le temps d'un handicap plus lourd, que ce soit un handicap congénital ou un handicap acquis, un accident de vie, on va en voir beaucoup. C'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui redonne une visibilité à des communautés, à des liens. C'est ça qui est important. On a des individus, alors on peut faire le diagnostic, on va voir passer des pathologies, mais ce qui est intéressant, c'est de dézoomer, regarder comment ses proches, ses moins proches, sa communauté d'appartenance le considérait ou pas, le prenait en charge ou pas, le soignait, le réparait et l'accompagnait au fil de sa vie. Alors, je ne vous cache pas qu'aller voir sa direction scientifique et leur dire « j'aimerais beaucoup travailler sur les personnes handicapées dans les sociétés du passé » a été simple, mais en même temps, c'est un sujet qui parle à tout le monde et c'est un sujet à l'égal des autres. Et c'est un sujet qu'on a la grande chance en France, et notamment à l'INRAP, de pouvoir maîtriser et de pouvoir développer en proposant des outils, des bases de données, y compris à des structures qui travaillent sur le même sujet, y compris avec des chercheurs étrangers. Alors, il y a l'intention, oui, c'est un sujet d'étude, on a tous eu, quand on fouillait, affaire à un sujet bossu, un sujet amputé, un sujet un petit peu abîmé, mais de là en faire un vrai sujet scientifique, c'était quelque chose qu'il fallait avérer, montrer la faisabilité de ce sujet. L'idée, comme toujours quand on travaille en funéraire, c'est de considérer que le monde des morts est, avec quelques nuances près, le reflet de celui des vivants. Et donc considérer la personne handicapée, la personne fragilisée, c'était bien évidemment évoquer et questionner son statut social au sein de son groupe d'appartenance. Le postulat était posé. Mais avant de vous emmener directement dans notre travail et dans nos fouilles, on va se faire un petit voyage à travers le temps et à travers le monde pour vous montrer que c'est un vrai sujet, que les personnes différentes ont toujours été présentes dans toutes les communautés, et ce, au plus lointain,
et que non seulement elles étaient là, mais elles ont été représentées. Vous allez voir que tous les peintres, les mosaïstes n'ont pas obéi à des quotas, comme on le fait maintenant, il nous faut des quotas de représentation de personnes handicapées. Elles étaient là au même titre que les autres, parce que présentes et intégrées dans leur groupe. On va faire un grand saut dans le temps, et on va aller très loin, on va aller en Amérique du Sud. On va aller chez les Mochica, ils habitent au Pérou, pas très loin des grandes pistes de Nazca. Si vous voyez, les grandes pistes, voilà. Et je commence avec les Mochica parce que pour le coup, ils nous interpellent de façon très curieuse. Ils ont une grille de lecture particulière. C'est un peuple de pêcheurs, d'agriculteurs qui ne connaît pas l'écriture. Donc, à part l'archéologie, on ne peut pas avoir accès à leur façon de vivre, à leur façon de croire, à leur modalité d'inhumation de leurs défunts. Si vous voulez voir des poteries Mochica, vous allez au musée du Quai Branly, à Paris. Il y en a plein. Et je dis qu'il y en a plein parce que dans les tombes des sujets Mochica qui vivent, globalement, c'est notre haut Moyen-Âge, entre Clovis et Charlemagne, un équivalent temporel. Et dans leurs tombes, ils emportent des dizaines et des dizaines de céramiques qui représentent des animaux et qui, beaucoup, représentent des êtres humains et des êtres humains abîmés, handicapés, comme celui que je vous présente. Vous voyez, il est amputé d'un membre inférieur et sur son moignon, il dispose une petite, on va appeler ça une prothèse, une espèce de petit bol en céramique qui est destiné à protéger son moignon et peut-être à l'aider pour sa locomotion. Le sujet est posé et les archéologues qui travaillent sur la civilisation Mochica, qui ont accès donc à toutes ces céramiques et à plein de représentations, des fresques notamment dans leur sanctuaire, ont compris, en termes de ritualité et d'accès au sacré, qu'accueillir un enfant handicapé dans une famille rurale, campagnarde, c'était une grande chance, parce que sa différence, quelle qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale ou cognitive, signifiait que les dieux, très présents dans la vie des Mochica, avaient désigné une famille comme étant digne d'accueillir cet enfant-là, dont le destin serait particulier, puisqu'il serait dédié aux choses de l'esprit. Il deviendrait chaman. Donc, intercesseur entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc, quelqu'un d'extrêmement favorisé en termes de statut social. Sa différence, en fait, une plus-value. Je vous laisse imaginer, en dézoom, 21e siècle, on accueille un enfant handicapé et on se réjouit fortement. Donc, vous voyez, ces sociétés dites premières nous donnent parfois des indices sur une autre façon, c'est le pas de côté, d'accueillir la différence pour en faire une plus-value. Et à tel point que mes collègues qui fouillent en Amérique du Sud trouvent parfois dans des tombes Mochica des sujets qui ont été volontairement mutilés dans leur petite enfance. On s'arrangeait un petit peu, on accueillait un enfant différent et la famille, voire le village, était béni des dieux. Donc c'est une façon de considérer la différence, mais qui n'est pas évidemment la marque générale de l'accueil des personnes handicapées dans nos sociétés. On va à la fois en Grèce et au Louvre. En Grèce, parce que ce petit vase représente une procession dionysiaque. D'un côté, on a un satyre, et de l'autre côté, il y a des femmes enivrées et des vases avec du vin. Et vous voyez, ce satyre, il a un membre inférieur atrophié qui est entouré autour d'un bâton qui lui sert pour se déplacer. Alors le peintre, au IVe siècle, n'a pas obéi à des critères et à des quotas en se disant, voilà, dans l'atelier, il nous faut nos X pourcentage de personnes handicapées. Il s'est saisi d'un proche qui lui a servi de modèle, et ce proche, qui a fait satyre dans la vie, devait avoir peut-être une poliomyélite avec un membre inférieur atrophié, et il se servait d'un bâton, alors pour le coup, ce n'est pas une prothèse, c'est plutôt une orthèse, pour marcher. Donc on est au IVe siècle avant notre ère. Deux exemples sur des supports différents pour vous montrer qu'on trouve des personnages un petit peu partout. Après la céramique, on a à gauche une Bible. Vous savez, dans les Bibles, la première lettre en haut à gauche, elle est souvent très décorée. C'est la lettrine avec des décors floraux, des animaux, puis parfois il y a des petites choses un peu coquines, un peu facétieuses. Les moines copistes sont très joueurs dans les abbayes. Et là, on a un petit personnage qui a une posture acrobatique, qui est, vous voyez, il est en forme de R, on le voit bien,
et il est lui aussi amputé d'un membre inférieur, et son membre inférieur repose sur une prothèse, un pilon en bois, mais pas dans le droit fil de son membre, de sa diaphyse. Le genou est replié et repose sur un petit coussin disposé sur le pilon en bois. Et ce petit personnage, qui est un vrai sujet, il a un vrai visage, c'est donc un proche du moine copiste, eh bien, il est en forme de R, et comme vous êtes tous de fin latiniste, vous allez voir Ogamus à côté, et donc Rogamus, c'est le début d'une prière, nous t'en supplions, etc., etc. Et à droite, vous avez une mosaïque qui se trouve dans les Pyrénées, dans la cathédrale de l'Escar, derrière l'autel majeur. Elle date du XIIe siècle, et elle n'est pas là non plus pour faire représentation de petits sujets amputés et appareillés. Elle représente une scène de chasse. Donc je ne vous ai pas mis les animaux un peu fantastiques parce que l'artiste avait une façon assez particulière de représenter des cerfs, mais je vous ai représenté ce petit personnage qui lui aussi est amputé, appareillé, et son membre inférieur est disposé, engainé dans une sorte de pilon surmonté d'un arceau dans lequel son membre peut s'insérer. Mais vous voyez qu'il n'est pas là, lui non plus, au titre des personnes handicapées. Il galope, il bande son arc, c'est un chasseur, avant d'être autre chose. Autre personnage important, couvercle d'un sarcophage. On file en Belgique, dans une abbaye, et vous avez Chrodohara. Alors Chrodohara, à l'époque carolingienne, on la connaît bien parce qu'on a à la fois le sarcophage dans lequel elle a été enterrée, avec un couvercle qui semble la représenter. On a à la fois un petit texte, une vita, qui nous raconte quelques lignes et qui nous décrivent un personnage, et on a l'intérieur du sarcophage avec ses ossements et un bâton en bois. Convergence de données qui nous permettent de dire sa biographie nous raconte que Chrodohara boitait et qu'elle arpentait les allées du cloître avec une béquille et qu'elle faisait peur aux jeunes moniales qui s'enfuyaient en courant. Son squelette, étudié il y a très longtemps mais qui est encore visible, nous montre qu'elle est atteinte d'une très grande fragilité d'un de ses membres inférieurs et donc qu'elle boitait de façon assez évidente. Et le bâton disposé dans le sarcophage puis dans le reliquaire laisse à penser que c'était sa béquille. Et quand on regarde le sarcophage, le couvercle, on voit qu'elle est munie d'une espèce de bâton que les historiens de l'art ont souvent appelé un tau, T-A-U. Le tau, c'est l'équivalent de la crosse d'abbé, c'est l'insigne du pouvoir religieux. Sauf qu'avec cette haute grille de lecture, on est en droit de se demander si elle n'est pas représentée avec sa béquille, mais pas une béquille comme on a les nôtres aujourd'hui, vous savez, qui se mettent à l'avant-bras, mais une béquille qui se dispose sous l'aisselle. Et les réflexions actuelles semblent converger vers le fait qu'elle a été représentée par le sculpteur telle qu'elle apparaissait de son vivant, munie de sa béquille, et comme l'ont raconté les moines dans sa vita. Et petit clin d'œil pour terminer avec Bruegel. Il faut toujours terminer avec un bon Bruegel, mais un Bruegel qui parle à l'anthropologue, puisque ce tableau, Les Mendiants, qui date du début du XVIe siècle, nous montre une sélection démographique, que des hommes, une sélection en mode statut social, que des mendiants, donc statut social le plus inférieur qui soit. Et alors, en termes de pathologie et d'appareillage compensatoire, c'est un festival, parce qu'on a des handicaps très lourds, des doubles amputations, et des choses improbables, des bâtons, des demi-béquilles, des patins, tout un tas de choses qui sont représentées et qui donc ont été fabriquées par des artisans pour des personnes au statut social extrêmement inférieur et extrêmement défavorisé. Et ce tableau, il nous donne un indice sur l'ingéniosité de ce qu'on va trouver et du soin, de l'intention qui a présidé à l'appareillage de ces personnes. C'est-à-dire que quel que soit le statut social, on a essayé d'inventer, et je vais vous en montrer, des trucs, des orthèses, des corsets, des vraies prothèses, pour compenser un handicap acquis ou un handicap inné. Alors, rapide tour du monde, mais qui montre qu'on aurait pu aller en Égypte, on aurait pu aller en Afrique, on aurait pu aller chez les Inuits, on aurait eu des situations semblables. Quand on dit handicap et qu'on veut étudier, la première idée qui vient,
c'est éliminé. On ne les a pas gardés, ils étaient des bouches inutiles. Et puis si on a 2-3 références littéraires, on pense aux philosophes grecs, à Platon, à Aristote, on pense à Athènes, on pense à Sparte, et on se dit, ah ben oui, quand un enfant mal conforme arrivait au monde, soit on le livrait aux bêtes sauvages, soit on le précipitait dans un gouffre qui se trouve au sud du Péloponnèse, parce qu'à Sparte et à Athènes, on ne veut que des grands, beaux guerriers façon gladiateurs hollywoodiens. Ce sont des textes, ça s'appelle l'eugénisme, ce sont des textes. Les archéologues grecs trouvent dans toutes les nécropoles leur lot de personnes handicapées, avec des pathologies, des états sanitaires compliqués. Et même on a fouillé ce fameux gouffre des apothèques au sud du Péloponnèse et il n'y a pas l'ombre d'un ossement de nouveau-né. Donc il faut toujours se méfier des philosophes grecs et se dire que l'eugénisme, ce n'est pas dans les temps barbares des temps d'avant. La première fois où on a pu avérer une mise à mort au seul prétexte de la différence, ce n'est pas au néolithique, ce n'est pas chez Néandertal, c'est au XXe siècle et c'est le programme Action T4 des nazis. C'est la seule fois où, dans notre humanité, au seul prétexte de la différence, on a dit on élimine. 45 000 personnes sont mortes en Allemagne au seul prétexte de leur handicap mental et physique. En France, on n'a pas fait mieux. On n'a pas éliminé volontairement, on a laissé mourir dans des hôpitaux psychiatriques. C'est ce qu'on appelle l'hécatombe des fous. Camille Claudel est morte comme ça. Et pour vous dire que c'est un sujet un peu touchy, les archives ne sont pas encore ouvertes aux historiens. Mais on pense que quelques dizaines de milliers de personnes sont mortes dans l'anonymat et la détresse la plus absolue au seul prétexte de leur différence avec plein de pluriels. Donc, éliminé dans l'histoire, hormis des petits focus, et maintenant qu'on a le recul statistique, on n'a pas éliminé au prétexte de la différence. Parce que une vie, si petite soit-elle, si amoindrie soit-elle, quand on n'a pas le vaccin, que la mortalité infantile est colossale et qu'il faut assurer les générations futures, et qu'on n'a pas la technologie de pointe, la neurochirurgie, l'orthopédie, on prend. Puis si j'enlève toutes vos lunettes, tous vos appareils dentaires et tout ce que je ne vois pas, on serait tous à un moment ou un autre dans notre communauté un peu amoindris et en quête d'assistanat, on est bien d'accord, ou d'accompagnement humain ou d'accessibilité. Deuxième impression, on s'est beaucoup moqué, on a raillé, on a montré du doigt, certes, comme toujours, l'humain, quand il ne connaît pas quelque chose, il a tendance à se moquer. Alors, je ne vous fais pas le grand rappel des cirques humains, de Barnum, de Fricks, d'Elephant Man, des cabinets de curiosité, des empereurs romains qui avaient des squelettes de nains conservés dans du miel, et la Vénus hottentote qui a été empaillée et qui était exposée jusqu'en 1981 au Musée de l'Homme. On a beaucoup moqué, même très récemment. Et heureusement, on a soulagé et pris en charge, souvent sous le focus des religions, quelles qu'elles soient, les grandes religions du livre, avec des bémols, bien évidemment, mais on prend soin là où les charités, bien évidemment. Et les religions qu'on connaît moins, on peut investiguer les Gaulois, les Romains, l'Égypte pharaonique et s'apercevoir que la personne différente a toujours un statut un peu particulier. Dans l'Égypte pharaonique, le nain est musicien et s'occupe de la garde-robe de Pharaon. Il n'y a pas d'exclusion. Dans notre chrétienté, dans nos abbayes, une salle de l'abbaye, un endroit de l'abbaye s'appelait la matricula. La matricula, matricule, c'est tout ce que ça veut dire. C'était l'endroit où, si vous étiez mendiant, si vous étiez incapable de vous nourrir tout seul, contre l'échange d'un numéro, matricule, on vous donnait un pain. Donc là, les religions sont toujours source pour nous de renseignements sur l'état d'une communauté par rapport aux personnes dépendantes. Et on peut aller ailleurs, aller du côté des mondes arabo-musulmans, pour avoir accès à des handicaps, on va dérouler tout ça, auxquels on a peu accès par l'archéologie et par l'anthropologie. Vous imaginez bien que tout ce qui est cognitif, la surdité, la mutité, les troubles mentaux, sont pour partie inaccessibles à notre travail. Pas complètement.
Et si on va dans les mondes arabo-musulmans, on découvre un hôpital particulier qui s'appelle le Bimaristan. Le Bimaristan, c'est le premier hôpital psychiatrique qu'on connaisse. Le premier a été fondé à Bagdad au 7e siècle. Et dans l'islam, celui qui est différent psychiquement, il est accueilli à l'hôpital, mais il n'est pas mis à l'écart du corps social, il est soigné, il est pris en charge. Et donc c'est intéressant, surtout en ce moment, parce que l'on soit homme ou femme, riche ou pauvre, juif, chrétien ou musulman, on a accès au Bimaristan où des savants, plus tard il y aura à Averroès, à Avicenne, mais des savants vont vous soigner avec de la musicothérapie, avec de la zoothérapie, avec des animaux. On va soigner la dépression nerveuse, on a des traités sur des handicaps invisibles. Donc, anthropologie et ostéologie, oui, mais on dézoome et on questionne toute l'archéologie et tous les textes. Et pour le coup, par ce petit pas de côté, du côté des mondes arabo-musulmans, on a accès à des handicaps psychiques, notamment, auxquels on n'a pas accès. Alors, on a vu les 3 façons de prendre en charge ou de considérer la personne vulnérable et le handicap tel qu'on pouvait nous l'imaginer avant de se lancer dans cette étude. Et donc, eu égard à ce qu'on a vu tout à l'heure et concernant le statut social, en archéologie funéraire, quand on veut questionner le statut social de quelqu'un, on considère souvent la marginalisation de sa tombe. La topographie funéraire, elle renseigne beaucoup quant à la position de quelqu'un dans son groupe d'appartenance. Alors, chaque archéologue, chaque anthropologue a travaillé sur des contextes où il avait, comme celui-ci, ce petit exemple carolingien que je vous montre, vous avez le long d'un chemin paroissial un groupe de sépultures. Donc vous voyez les petites fosses vertes qui sont regroupées les unes à côté des autres, et puis le long du chemin, des sépultures isolées que vous avez ici. Premier postulat, première question, est-ce qu'on peut envisager des critères de relégation, si tant est que l'exclusion soit le point de départ et le point d'ancrage des communautés au regard des personnes handicapées? Est-ce que la seule différence physique peut être un critère pour identifier, caractériser les sépultures isolées? Alors la mise à l'écart, en archéologie funéraire, on la connaît bien. Toutes les communautés, tous les groupes, toutes les sociétés ont marginalisé certains des leurs. 2 exemples très très différents. À gauche, vous avez dans un silo. Alors le silo, c'est une structure, c'est une fosse qui est creusée et qui sert à conserver le grain ou les semences, et là à l'époque gauloise. Et on sait maintenant qu'une partie inquantifiable des habitants de la société gauloise était écartée de la nécropole communautaire pour être associée à ces structures. C'est un rituel, c'est un culte. L'idée étant que les jus de décomposition de ces sujets-là, qui sont des offrandes XXL, aillent alimenter les divinités du dessous pour essayer d'avoir des moissons les plus florissantes possibles. C'est une mise à l'écart. Autre mise à l'écart, dans un contexte chrétien, les enfants, les nouveau-nés non baptisés vont directement aux enfers. Vous imaginez, vous êtes au Moyen-Âge, un enfant sur 4 meurt à la naissance, avant le baptême, un autre quart au moment du sevrage, et ces petits vont en enfer. Je vous laisse imaginer le drame pour les parents. Alors les parents ont toujours imaginé des rituels pour essayer de faire ressusciter le temps d'un ondoiement ou d'un baptême leurs petits, pour qu'ils aillent en terre sacrée, mais pas forcément dans leur paroisse d'origine, dans la paroisse où on leur a appliqué ce rituel qui est en fait une pratique de lecture médico-légale. On déposait le bébé sur l'autel, on priait pendant 48 heures ou 72 heures, il bougeait toujours, c'était le souffle de Dieu, voilà, on l'ondoyait, on le baptisait. En fait, c'est les premières contentions articulaires des épaules qui commencent à se décomposer, le bébé bouge et on se rassurait. Et il n'allait pas au paradis, il allait dans les limbes, dans cet étage intermédiaire qui était quand même moins pire que les enfers. Donc la mise à l'écart, on la connaît, nos grilles de lecture archéoanthropologiques permettent de l'observer. Jamais, avec le recul qu'on a et les statistiques qu'on peut faire, on observe de mise à l'écart au seul prétexte du handicap ou de la fragilité, quelle qu'elle soit. Mais inclusion et exclusion, ça peut être au sein du groupe, au sein de la nécropole, et sans marquage topographique. Et vous allez voir comment, à partir de données, on se doit d'interpréter ou de proposer 2 ou 3 interprétations quand on a un cas de figure bien particulier.
Je vous présente un petit groupe de sépultures de la fin du Moyen-Âge en Île-de-France. Et au premier plan, vous avez un homme d'âge mûr qui est atteint de la maladie de Paget. La maladie de Paget, c'est une maladie qui est dégénérative. Grosso modo, c'est comme la maladie de la pierre. Vous avez votre squelette qui devient extrêmement robuste, les articulations qui se figent et le visage qui devient léonin. Et on peut être aussi atteint de surdité. Mais c'est une maladie pernicieuse parce qu'elle se déclare vers la quarantaine. Et donc on voit dans un groupe l'un de ses proches évoluer vers quelque chose qui peut heurter visuellement. Le diagnostic est posé par le paléopathologue, par le médecin du passé. Vous voyez que sur son squelette, il a des petites épingles en alliage cuivreux. Là où il y a les flèches rouges. Les petites épingles qui sont disposées sur le squelette. Alors, quand on fouille un squelette, ce n'est pas comme au Mikado, on laisse tout en place parce qu'après, on se retire, on regarde de façon zénitale comment sont disposés le squelette, les objets qu'il porte, les objets qui ont été déposés dans la tombe. Et toutes ces petites épingles en alliage cuivreux nous indiquent que ce sujet était enterré avec un linceul épinglé, à une époque où on ne le pratique plus du tout. Il est le seul de son groupe à bénéficier d'un enterrement où on a investi en textile aujourd'hui disparu, matériaux périssables, et avec des épingles, c'est-à-dire du métal qu'on a perdu. Vous avez toutes les données scientifiques, archéologiques, la contextualisation historique, comment on interprète. Alors on peut se dire qu'il était tellement laid qu'on l'a dissimulé en attente du jugement dernier. On connaît des cas, notamment dans des abbayes, où on sait que celles qu'on appelle de façon un petit peu abrupte les filles pas bonnes à marier, un peu disgracieuses, étaient enterrées à l'écart parce qu'elles étaient laides. On a des textes, cela existe. Ou alors, il a bénéficié, au seul prétexte de sa vulnérabilité et de sa dépendance, d'un enterrement en mode compensatoire. C'est-à-dire que sa vulnérabilité, le déficit qu'il avait dans sa vie ont été compensés par ses proches en attente de l'au-delà. Les deux hypothèses sont recevables et peuvent être étayées par des situations que l'on trouve ailleurs, plus tard, avant. Et c'est ça notre rôle, c'est d'interpréter, non pas en mettant un signe égal entre des situations, mais en se disant, si telle ou telle proposition existe, je peux m'en emparer et faire une proposition. Mais là, l'inclusion ou l'exclusion, elle peut être visible au sein même du groupe et au sein même de la nécropole. Le handicap sur le terrain, on fait de l'archéologie maintenant, il est visible parfois immédiatement. Bien évidemment, nos squelettes, quand on observe quelque chose d'un petit peu atypique, quand on est anthropologue, on n'est pas médecin, on peut noter une discordance anatomique, mais il nous faut le diagnostic, qu'on dit rétrospectif, du paléopathologue. Sauf qu'on ne peut pas leur donner des milliers de squelettes à étudier. On fait des sélections. Les sélections, elles peuvent se faire dès le terrain. Vous voyez ici ce sujet carolingien qui a été retrouvé à Strasbourg. Il attire l'attention parce qu'il a un membre inférieur qui est replié avec un angle bien particulier et une sorte de gracilité qui détonne. Alors ce squelette, bien évidemment, il va partir directement chez le paléopathologue qui va nous faire un diagnostic de poliomyélite. Autre cas, on est à Pont-au-Combo, vous voyez, on fouille parfois dans des endroits très peu glamour. Vous avez un affleurement naturel de meulière. On fouille en préalable à l'installation d'une ZAC, et de part et d'autre de cet affleurement de meulière, il y a des sépultures mérovingiennes. Et dans l'une de ces tombes, on trouve le sujet qui est représenté sur cette photo, et vous voyez que ses membres inférieurs ne sont pas en extension, ils ne sont pas alignés le long de son corps, ils sont remontés en avant de son torse. Quand on est archéologue, alerte rouge, un mérovingien n'est jamais enterré comme ça, sauf à avoir des pathologies particulières. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet qui est atteint d'une sorte de paralysie dégénérative qui ramène les membres en avant du corps, une espèce de crispation. C'est extrêmement douloureux, extrêmement contracté. Donc bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, ses proches
n'ont pas détendu ses membres inférieurs pour obéir à des préconisations liturgiques qui voudraient qu'on soit orienté est-ouest, qu'on regarde vers l'est en attente du jugement dernier, avec les membres inférieurs étendus et les membres supérieurs le long du corps ou en position de prière. On a respecté le handicap et donc la conformité du corps, que vous voyez ici, mais à l'extérieur, on lui a fait une tombe qui fait à peu près 2 mètres de long. À l'extérieur, on ne voit rien. Elle est anthropomorphe, à l'égal des autres, et rien dans le cimetière ne laissait penser qu'on avait quelqu'un pour lequel on n'avait pas respecté strictement les préconisations religieuses. On va rester en Seine-et-Marne, parce que c'est un grand bassin d'emploi, et ce pour une raison particulière, c'est que Mickey s'est intéressé à la Seine-et-Marne. Mickey, oui. Comment se dit Mickey? Et le parc Mickey, on a parlé d'archéologie préventive, un parc qui s'installe, c'est non seulement des centaines d'hectares, mais c'est aussi un centre commercial, des villages, des axes de circulation, des parkings, donc des milliers d'hectares mitoyens qui pour nous sont des bassins d'emploi extrêmement importants, mais qui permettent d'avoir accès à des territoires complets avec à la fois des villages, des nécropoles, des églises, des champs, des axes de circulation, des zones de stockage du grain, etc. Et sous le parc Disney, on a trouvé une très grande nécropole carolingienne, donc on est entre les 8e et 10e siècles, et elle comptabilisait à peu près 1000 défunts, parmi lesquels, évidemment, un lot important de personnes en situation de handicap. Vous avez à gauche une femme assez âgée qui est amputée des 2 membres inférieurs. Il lui manque les 2 pieds. Et vous voyez, au bout des 2 os des 2 pieds, il y a une espèce de boursouflure osseuse, c'est ce qu'on appelle une calcification, c'est-à-dire qu'elle a survécu assez longtemps à l'amputation, à la double amputation. Je vous laisse imaginer les plaines de la Brie profonde, un village un peu rude, une femme à laquelle il arrive un accident de vie grave, une chute, qui nécessite une double amputation avec un matériel et des instruments chirurgicaux, certes en métal mais rudimentaires, une pharmacopée, je vous laisse imaginer. Il faut des sachants, il faut un médecin, il faut un chirurgien, il faut des gens pour assurer la convalescence, pour assurer la vie amoindrie, et il faut qu'elle ait sa place dans le groupe, quel que soit le petit rôle qu'elle peut avoir, et la place qu'elle aura dans le cimetière avec ses proches, dans une construction pas encore paroissiale, mais on est regroupé en famille. Et à droite, donc vous avez ici, hop, et à droite vous avez un nain. Alors on s'autorise à dire nain avec la validation des personnes concernées, puisque dans les mots, ce qui compte c'est l'intention. Alors dire petite personne de petite taille carolingienne pourrait être un peu ridicule. Nain carolingien ne gêne personne. Le lancer de nain est préjudiciable. Donc on peut dire nain. Et vous avez un sujet atteint de nanisme. Donc on fait le diagnostic. C'est un nain, très bien. Mais ce qui est important, c'est la pierre qu'il a sous le menton. Cette petite pierre, elle dit tout de l'attention de ses proches. Vous connaissez tous l'expression « le rire sardonique ». Le rire sardonique, ça vient de la sardoine. La sardoine, c'est une plante qui pousse dans les cimetières, dans la terre grasse des cimetières, et c'est la plante du diable. Et on sait que c'est la plante du diable parce que le diable s'empare des squelettes qui, tous, les fossoyeurs vous le diront, quand on pratique une réduction de corps, c'est-à-dire qu'on pousse un squelette pour en installer un autre, rit. Sauf que si vous êtes croyant, vous dites que le diable s'est emparé du sujet. Si vous faites des médecines légales, vous savez que ce sont les contentions entre les tempes et la mandibule qui lâchent et la mandibule tombe sur le torse. Et vous faites quoi si vous voulez éviter que votre proche soit atteint d'un rire sardonique et que le diable ne s'en empare pas? Eh bien, vous mettez une petite pierre sous son cou. Et donc cette petite pierre, vous voyez, en archéologie, on a des très beaux objets qui brillent en or, etc., mais on a parfois des toutes petites pierres qui, un petit coup de truelle maladroit, aurait pu disparaître, mais elle fait sens parce qu'elle nous explique, au moment de l'enterrement, on a pris soin de ce sujet atypique et on a évité que le diable s'en empare en lui glissant cette toute petite pierre qui n'a aucune valeur,
mais qui fait complètement sens dans le travail qui est le nôtre. Oups là. Et si vous voulez un magnifique rire sardonique, je vous en présente un, mais là, c'est pas très grave, on est au cœur d'une abbaye. Le diable s'y frotte pas. On est même au cœur du cœur, puisqu'on est dans la salle capitulaire d'une abbaye. La salle capitulaire, c'est le chapitre. Vous savez, se faire chapitrer, avoir voix au chapitre. C'est la tour de contrôle de l'abbaye. Chaque matin, les moines ou les chanoines se réunissent et on décide de ce qu'on va faire, on a les nouvelles des proches, de la famille, etc. Et donc, en termes de topographie funéraire, une abbaye, c'est à la fois fait pour les vivants, mais pour les morts. On est enterré dans une abbaye en fonction de son rôle ou de son statut ou de l'argent qu'on aura donné à l'abbaye pour les bonnes œuvres. Alors on se fait enterrer dans le cœur de l'église, derrière les reliques, dans le cloître. Il y a une géographie, une topographie funéraire, mais le must, c'est la salle capitulaire. Donc quand on fouille une salle capitulaire, comme c'était le cas ici, à Château-Landon, dans le sud de la Seine-et-Marne, on sait qu'on a soit les religieux les plus importants, soit ou les laïcs qui auront beaucoup donné pour le prestige de l'abbaye. Et vous voyez donc ce chanoine, on est dans une abbaye augustinienne de chanoines, une abbaye d'un ordre hospitalier, qui, lorsqu'on l'a fouillé, est démonté, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ossements pour les emmener au laboratoire, on s'est rendu compte qu'il était atteint d'un spina bifida. Le spina bifida, c'est la non-fermeture des vertèbres du sacrum, mais pas seulement, aussi de toutes les vertèbres jusqu'aux vertèbres cervicales. Donc on a des spina bifida qui peuvent être extrêmement invalidants et d'autres beaucoup moins. Pour tout vous dire, le spina bifida aujourd'hui, c'est un diagnostic qui peut entraîner un avortement thérapeutique, parce qu'on peut être tétraplégique. Donc le paléopathologue regarde ce sujet et nous dit il y a au moins paralysie des membres inférieurs et probablement une atteinte des membres supérieurs, puisque les vertèbres étaient en très mauvais état, mais les vertèbres thoraciques étaient aussi concernées par cette pathologie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au XIIIe siècle, une famille s'est rendue compte que son petit n'avait pas un développement à l'égal des autres. Elle ne l'a pas mis à manger aux bêtes féroces ni envoyé dans le gouffre du Péloponnèse. Elle l'a confié à une abbaye hospitalière, d'un ordre hospitalier, qui l'a éduqué. Il était parfaitement éducable. C'est un néologisme, mais on va le prendre. Et à tel point qu'il a probablement pu exercer des fonctions importantes au sein de son abbaye. Il a vécu au-delà de 70 ans, il a bien vécu, et il a été enterré dans la salle capitulaire, en ayant bénéficié vraisemblablement pendant toute sa vie de la meilleure aide, une aide humaine, une accessibilité accordée par l'humain, mais en aucun cas on ne l'a mis de côté au seul prétexte de ce qui était défaillant chez lui. Et ici, une sorte d'ovni archéologique, je ne sais pas comment appeler ça. On est dans la Drôme et on a, vous voyez, un plan de fouille avec des bâtiments, A, B, C, D, etc. Alors des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments religieux, alors qu'au centre de l'aire dégagée par ces bâtiments, on observe une trentaine de sépultures. Ces sépultures, elles sont très particulières, un peu à l'image du Bruegel de tout à l'heure, parce qu'elles n'accueillent que des personnes âgées et très âgées, et elles sont toutes atteintes de pathologies dégénératives liées à l'âge ou liées à des handicaps congénitaux. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adolescents, et il n'y a que ce recrutement particulier. Alors comment interpréter ce site ? Ça n'est pas un ensemble religieux, comme on l'a vu précédemment, une abbaye. Alors on est dans la Drôme, on est allé voir du côté des communautés juives, voir ce qui pouvait se passer. En fait, on a posé toutes les possibilités et on les a éliminées les unes après les autres pour se dire finalement, et cette fouille elle a plus de 20 ans, mais l'hypothèse qui a été émise, c'est qu'on avait une sorte de proto-maison de retraite. C'est-à-dire qu'il est probable que les villages ou les fermes avoisinants ont regroupé leurs vieux parce que c'était plus simple de les mettre au même endroit avec quelques humains pour s'en occuper, plutôt que de mobiliser dans chaque ferme ou dans chaque village à chaque fois les filles non mariées, etc., pour s'occuper des vieux. C'est une hypothèse qui a été émise, et pour le coup, elle n'est toujours pas battue en brèche par une autre proposition,
Mais c'est là quelque chose de très pragmatique, mais qu'on peut recevoir en termes d'intention et en termes de pragmatisme de communautés qui ont essayé de faire au mieux pour ne pas mobiliser trop de bras pour s'occuper de leurs vieux, on va dire. Donc leurs vieux et les personnes handicapées, on a commencé à le voir notamment avec l'iconographie. Eh bien, on les trouve aussi, on l'a vu avec les amputés de Séris, mais on peut avoir une lecture des interventions chirurgicales. Faire le diagnostic, c'est intéressant, mais imaginer et restituer le protocole d'intervention nous donne une idée des savoir-faire, des technologies et éventuellement des appareillages qui vont être fabriqués, on en a vu quelques-uns représentés, pour compenser le handicap. Petit voyage dans le temps, néolithique, 4700 ans avant notre ère, premier village, agriculture, élevage, et on a la tombe d'un sujet, alors vous voyez, on est à l'époque néolithique, il est enterré en position fétale, non plus comme nos chrétiens, il est enterré sur le côté avec les membres repliés, et il a bénéficié d'une amputation du membre supérieur. Alors, l'amputation, c'est une intervention chirurgicale qu'on connaît de très longue date. La plus vieille, elle date de 47 000 ans avant notre ère. Mais on ampute par désarticulation, c'est-à-dire que celui qui connaît les muscles et les tendons des animaux, il sait qu'en désarticulant au niveau du genou, du coude, il peut enlever une portion de membre. Là, c'est une vraie amputation, on a amputé un humérus pour éviter probablement une gangrène. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette tombe? Elle dit qu'on a quelques milliers d'années avant notre ère quelqu'un qui est victime d'un accident, peut-être une chute, qu'on décide d'opérer. Donc il y a quand même des chirurgiens, des instruments en silex, on n'a pas de métal. Là aussi, une pharmacopée conséquente. On sait très bien qu'ils connaissent tout à fait les champignons hallucinogènes, les herbes qui font rire et tout un tas de choses qu'on a pour partie oubliées, et qu'il a fallu décider de l'opérer, et qu'il a survécu longtemps, on le voit notamment à la calcification de l'os, et qu'il a été enterré, vous voyez, avec des objets magnifiques en silex, qui ne sont pas des objets courants pour cette époque, mais là aussi on imagine qu'il a été doté d'une plus-value dans l'au-delà, en mode compensatoire, en mode complétude du corps. Ce qu'on observe par ailleurs, et qui est avéré par des textes, on peut l'imaginer pour cette époque. Même époque, alors là, trépanation. Imaginez silex en trépane. Alors on trépane au XXIe siècle pour soulager un œdème qui pousse sur la dure mère, la petite peau qui protège, la petite enveloppe qui protège le cerveau. Alors au XXIe siècle, on a le bloc opératoire, on a les anesthésies, on scalpe, on enlève la petite rondelle osseuse et tout va bien. Mais le sujet au néolithique, il a les mêmes vertiges, la même hémiplégie, les mêmes soucis de migraine, et on va le trépaner au silex. Alors je vous laisse imaginer le bonheur d'une opération avec des silex tranchants. Il va survivre. Au néolithique, on a des statistiques, 70% des patients survivent. Alors dans quel état, je ne sais pas, mais ils survivent. Et on imagine très bien les communautés qui prennent soin de l'un des leurs. On a des neurochirurgiens, on a des chamans, des guérisseurs, comme vous les appelez comme vous voulez. Et imaginez, je vous ai mis la photo de ce crâne de vache. Mes collègues archéozoologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des ossements animaux, ont l'habitude de regarder des crânes avec des perforations. Cette perforation, ça n'est pas un sacrifice, ça n'est pas un abattage normal, c'est une vraie trépanation. Alors on en conclut quoi? Que les néolithiques aimaient leurs vaches et les soignaient? Ou on n'aurait pas une expérimentation animale avec probablement le sachant qui s'est essayé sur le crâne d'une vache un peu au rebut, qui ne donnait plus trop de lait et qui n'avait plus de veau, histoire de voir comment ça fait quand on perce un crâne. Et cette idée d'expérimentation animale, elle est retenue par tous les archéozoologues. Et on est 4000 ans, là aussi, avant notre ère, avec la trépanation. Trépanation qui, pour nous, est un fil conducteur extrêmement important en termes de lecture des handicaps. On ne sort pas d'une opération comme ça à cette époque-là et au Moyen-Âge sans des séquelles lourdes. Donc ça suppose prise en charge. Et ça veut dire beaucoup sur les techniques,
les pharmacopées, les sachants, les instruments. Vous imaginez bien que les silex, ce n'est pas des haches ou des herminettes qui servent pour le quotidien, mais des instruments avec des tranchants, avec des petits picots qui percutent. Et donc on a là pour le coup la lecture des liens qui unissent les gens au sein d'une société et la décision d'opérer quelqu'un qui ne va pas. C'est une vraie prise en charge. Là aussi, vous avez une Gauloise, 300 ans avant notre ère, normalement allongés sur le dos, les membres inférieurs repliés, en extension, pardon. Là, ils sont repliés, un peu comme le sujet mérovingien de Ponto Combo. Et vous avez sous son crâne et sous son bassin des tiges en fer qui sont représentées, et vous avez son os représenté avec une pathologie qui s'appelle myosite ossifiante, une sorte de paralysie qui rétracte les membres. Vous voyez, ils sont en amorce ils remontent sur son torse, pathologie extrêmement invalidante. Pour nous, c'est une sépulture, c'est alerte rouge, on s'arrête et on prélève tout. Et on prélève notamment le sédiment qui est au contact immédiat du squelette. On le fait analyser, pollen, graines, etc. On a les tiges en métal et on peut restituer un corset, un truc, une orthèse, fait de vannerie, de rembourrage, de lainage, de paille, qui nous laisse imaginer que forgerons, artisans, les proches, ont conçu uniquement pour elle et pour sa pathologie un objet qui servait à la maintenir moins douloureuse probablement et peut-être aussi pour la transporter. Donc tous les savoir-faire, le forgeron à l'époque il sait faire épée, il sait faire torque, il ne sait pas faire brancard. Donc les savoir-faire et l'imagination et l'envie de le faire ont présidé à ces sortes d'objets qu'on retrouve parfois en fouille et qui nous laissent envisager une grande ingéniosité des forgerons et des artisans, pour le coup, de cette époque gauloise. Et regardez ça. Époque mérovingienne. On en a déjà parlé. 2 avant-bras. On va faire une étude de cas. 2 avant-bras amputés des 2 mains. Époque mérovingienne, je ne vous refais pas le truc, l'amputation, les instruments, etc. Vous voyez que sur les avant-bras, il y a des traces vertes. Traces vertes sur os égale contact avec du métal. La décomposition, les chairs, les jus de décomposition et la rouille du métal font une réaction biochimique qui teinte l'os. Là, il n'y avait pas grand mal à s'interroger puisqu'on a retrouvé à côté de l'avant-bras cette espèce de tige en métal bifide, plate et bifide, avec 2 traces marron. Traces marron sur métal égale contact avec du cuir. Et à côté, on a trouvé des boucles. Et on peut restituer cet appareillage-là. Vous avez une sorte de prothèse d'avant-bras avec cette plaque tige bifide attachée à l'avant-bras avec des courroies en cuir qui ont disparu et une boucle de chaussure et une boucle de ceinture mérovingienne. Et là encore, on a un groupe qui s'est mis au service de celui qui n'allait pas bien parmi les siens. Et les savoir-faire, l'un a donné une boucle de chaussure, l'une boucle de ceinture, le forgeron a fait cette chose qui permet d'acquérir un minimum d'autonomie, ne serait-ce que pour piquer 3-4 aliments dans une assiette et retrouver un petit peu d'indépendance. Le bois, le textile, le cuir disparaissent. Ce sont des matériaux périssables, donc ils pourrissent, on ne les retrouve pas. Je vous présente ce pilon de bois qui est assez unique et qui ressemble assez furieusement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite lettrine de la Bible ou le petit archer de la cathédrale de l'Escar. C'est un pilon qui est conservé de façon totalement inédite parce qu'il a été retrouvé en Allemagne dans un village du Moyen-Âge qui a été recouvert par une coulée de boue, donc dans un milieu un petit peu humide, qui a conservé les assiettes en bois, les échelles, les textiles, etc. Et ce pilon, qui est assez incroyable, vous voyez, avec ce petit rebord sur lequel on imagine très bien un petit coussin. Nous, on fouille, on ne va jamais retrouver les pilons en bois, mais on va retrouver l'extrémité en fer, en métal, qu'on retrouve aussi sur les béquilles, par exemple, et qui sert à marteler le sol, éviter que le bois s'abîme. Donc là, on est vraiment en lien direct avec l'iconographie telle qu'elle nous est représentée, et il y a une réelle adéquation entre l'objet archéologique et sa représentation. Et alors, je vous passe, parce qu'on pourrait y passer toute la journée et toute la soirée,
l'histoire que l'on peut faire des prothèses et des appareillages pour arriver au must. Là, on est à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. L'Europe est à feu et à sang. On vient d'inventer l'artillerie lourde. Et comme l'homme est stupide et fait la guerre, toujours, quand il fait la guerre, il mutile et après il répare. C'est un grand classique. C'est toujours comme ça. Première Guerre mondiale, on va faire les gueules cassées et faire progresser la chirurgie plastique et réparatrice. Et on a des chirurgiens, comme Ambroise Paré, qui vont être sur les champs de bataille, qui vont amputer à tour de bras, puisque les boulets vont emporter des membres supérieurs et inférieurs, et qui vont appareiller les gens. Ambroise Paré inventera la prothèse des pauvres, avec les moyens du bord, pour pouvoir réparer tous les pauvres soldats qui avaient été amputés. Et puis on a des prothésistes qui sont souvent les mêmes qui fabriquent les armures. On a l'impression de voir une armure avec les mêmes savoir-faire de serrurerie. Et non seulement ce sont des prothèses alors, qui sont pour le coup dédiées à l'aristocratie guerrière, mais on n'est pas loin des prothèses qu'on aura encore au XIXe siècle avec des doigts articulés par des crémaillères. On est à la fois dans l'esthétique et le fonctionnel. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il ne fallait pas avoir une vision angélique du temps passé. Il faut faire très attention. Quand on dézoome et qu'on a nos outils de base de données, qu'on peut faire des cartes de répartition, etc., on s'aperçoit, et ça vaut pour nos sociétés aussi, que quand ça va bien dans une société, c'est-à-dire dans un groupe, un clan, y compris au plus lointain Néandertal, quand ça va bien, que tout le monde a à manger et qu'il n'y a pas trop de querelles avoisinantes, ça va bien pour tout le monde, y compris pour les petites vies vulnérables, les plus fragiles soient-elles. En revanche, et ça va faire écho à des choses qu'on a traversées il n'y a pas très longtemps, un petit virus, une peste au XIVe, une razzia d'Anglais pendant la guerre de 100 ans, un accident climatique où les greniers sont vides, systématiquement, ce sont toujours les plus fragiles, et notamment les personnes handicapées qui souffrent les premières et qui sont rejetées et exclues, à tel point que quand on peut l'observer archéologiquement, on s'aperçoit qu'il y a par exemple des cimetières de mendicité en périphérie des villes. Vous connaissez la Cour des Miracles, forcément, les mendiants, les pauvres, les infirmes de la ruralité des campagnes sont jetés sur les rues parce qu'on ne veut plus les prendre en charge et ils rejoignent la ville. Et nous, statistiquement, dans les cimetières, on peut s'apercevoir que, adossés à des événements particuliers, on a des surreprésentations de personnes en situation de handicap. Et de la même manière, on a commencé à l'amorcer avec les différences de prothèses. C'est un curseur social, selon que vous soyez riche ou miséreux. Forcément, si vous êtes au XXIe siècle un athlète paralympique, vous allez avoir des prothèses en fibre de carbone. Si vous êtes accidenté et amputé à Haïti après un tremblement de terre, vous avez Handicap International qui vient et qui essaye de vous appareiller avec les moyens du bord. Dans ce qu'on peut savoir après une dizaine d'années d'études sur le handicap, c'est que c'est à la fois un facteur, un curseur social et un curseur économique. Et se lancer dans cette étude, cela a tout son sens, sauf que, on l'a un tout petit peu abordé, quand on vous parle de familles de handicap, on a tous les pictogrammes en tête, on imagine tous les grandes familles de handicap. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a tout un tas de handicaps qui ne sont pas lisibles ou accessibles. Donc, vouloir travailler de façon scientifique et autrement que de vous montrer en forme galerie de portraits, un peu comme je l'ai fait, mais de façon statistique, comment travailler sur le handicap et sa définition dans le passé. Et en fait, cela s'est révélé beaucoup plus complexe qu'il n'imaginait parce qu'on ne pouvait pas simplement mettre dans nos bases de données les pathologies actuelles. Elles n'ont pas forcément de lecture lisible et visible. Donc, on a inventé une méthodologie et une archéologie du handicap en questionnant le législateur, les juristes, les grandes associations, pour avoir chaque définition du handicap. On n'a pas tous les mêmes définitions du handicap. D'ailleurs, handicap, c'est un mot qui est très récent et qui n'a aucun sens et aucune résonance dans les sociétés du passé. Et on s'est aperçu, notamment en droit, qu'il y a un mot qui revenait toujours, c'était le mot empêchement. Les définitions du handicap, c'est toujours quelque chose de négatif, d'inférieur, de dépendant, et il y a le mot empêchement. Et c'est un mot qui fait résonance en archéologie parce qu'on peut être empêché
au néolithique, mais ne plus l'être au vu des progrès orthopédiques, chirurgicaux, médicaux, etc., au Moyen-Âge. Donc c'était à nous de mettre des curseurs, de trouver nos occurrences, nos familles de handicap, pour pouvoir travailler sur la notion d'empêchement. Et je vais fracture tibia-péroné. Même pas peur. Fracture, on te fait opérer, on réduit la fracture, on remet les os lésés l'un en face de l'autre, on immobilise, on met un plâtre, on attend quelques semaines, voire quelques mois, l'os fabrique de l'os, un os abîmé fabrique de l'os, les deux fragments se ressoudent et on n'y voit rien. Sauf que la technique orthopédique de la réduction de fracture, elle n'est pas née à l'époque néandertale. C'est une technique qui est née, qui est née et qui s'est diffusée à la toute fin de l'époque médiévale. Donc, mon sujet atteint d'une fracture tibia-péroné. Vous voyez l'espèce de boursouflure qu'il a sous le membre inférieur. Ça donne ceci, ça s'appelle une fracture en baïonnette. Ça porte bien son nom, puisqu'on a forcément les fragments qui ne se remettent pas par l'action du chirurgien orthopédique l'un en face de l'autre et qui vont se consolider de façon anarchique pour faire cette espèce de boursouflure et donc entraîner une perte de longueur du membre et donc une boiterie profonde. Donc, double fracture ou tibia péroné ou simplement tibia, moi je le prends comme étant une occurrence handicapante dans ma base de données parce que à cette époque-là, ce sujet-là, contextualisé avec ce qu'on savait de la chirurgie et de l'orthopédie, était un sujet empêché et donc handicapé. À l'inverse du footballeur. Ça, c'est le meilleur moment pour moi. Et donc, cette archéologie du handicap, elle est à la fois fondée sur des familles de handicap telles qu'on peut les concevoir aujourd'hui et les répertorier aujourd'hui, mais on y inclut tout un tas d'une quinzaine d'occurrences de pathologies qui sont contextualisables et adossées aux techniques de chirurgie, de médecine, de prothésistes, etc. Et ça nous permet d'avoir des outils qui concernent des sujets, des personnes handicapées avec leur pathologie, leurs appareillages, leur contexte d'inhumation, leur contexte d'habitat, etc. et pas une galerie de pathologies. Parce que c'est forcément des humains qui nous intéressent, et ça fait référence au métier de l'anthropologue, qui s'intéresse évidemment à l'humain et qui considère chacun pour ce qu'il est et pour ce qu'il est considéré dans son groupe d'appartenance. Et j'en ai fini, et je vous remercie.